Happy day, Internet. Welcome back to Where to Project. Some beautiful view in front of us. Another ride to share with you guys on Sunday as I'm heading to Plateau from Abidjan Mall. Thus, once more, welcome to Abidjan. Enjoy your ride from India, from America, from Germany, and from all over Africa. Africa is beautiful. That's why I always share my rides, so that from wherever you are watching this video, you must learn about Africa, as Africa is looking for opportunities, for investors, for people of technology. You are welcome to invest in Africa and enjoy the benefit. Once more, welcome to Abidjan and enjoy the ride. Guys, it was raining today. That's why there's a lot of water everywhere. Welcome to Abidjan. One must keep the speed below 70 kilometers an hour, otherwise you got an e-ticket. So there are cameras everywhere on the streets in Abidjan. So today we are going straight. We're not going to take the left-hand turn here. Professeur de psychologie à l'université de Berkeley en Californie, Daché Keltner a consacré sa vie professionnelle à vérifier la véracité de l'avertissement du penseur des Lumières, pour finir par découvrir, après 20 ans de recherche comportementale, un schéma troublant. Alors que les gens gagnent inhabituellement du pouvoir grâce à des traits de caractère et d'action qui font progresser les intérêts des autres, comme l'empathie, la collaboration, l'ouverture d'esprit, l'impartialité et le partage. Ces qualités viennent en général à s'estomper lorsqu'ils commencent à se sentir puissants ou bénéficient d'une position privilégiée. J'appelle ce phénomène le paradoxe du pouvoir. Ainsi, selon cet éminent professeur, les qualités absolument nécessaires pour s'élever et conquérir le pouvoir viendraient à s'estomper, voire à s'inverser une fois l'objectif atteint. Quel bien étrange paradoxe en effet. Et Keltner d'aller un pas plus loin.
les puissants sont plus susceptibles que les autres de se livrer à des comportements grossiers, égoïstes ou immoraux. Le pouvoir nous met dans quelque chose de comparable à un état frénétique. Nous faisons sentir complets, stimulés, tout puissants, assoiffés d'ambition et immunisés contre le risque. Attitude qui ouvre la voie à des actions imprudentes, vulgaires ou contraires à l'éthique. Les résultats de ces recherches sont d'autant plus à prendre au sérieux qu'ils les amènent. Guys, on my left hand side, this is the police academy, and I believe this is also what makes Abidjan officers quite competent, has the need to come and learn everything as the call it école de la police or école de la gendarmerie. Quite interesting, something good to learn in Africa from many countries. École de la gendarmerie. I'm heading to Plateau. Today's Sunday, so the road really is quite beautiful. People are at home, going to church, and so on. This is how beautiful is Abidjan. I want to go take my left hand side, but I'm not allowed here, so I need to take right, after which I'll turn and then come back this side. So I need to go turn somewhere there. Again, it's a good thing that you can also see on the other side how beautiful and green is Abidjan. So I can't turn here, it's not allowed. Must keep moving forward. Avez-vous l'habitude d'interrompre vos interlocuteurs? Regardez-vous votre smartphone quand les autres parlent? Avez-vous déjà fait une blague ou raconté une anecdote qui a embarrassé l'un des membres de votre équipe? Dites-vous plus souvent que vos collègues ou vos subordonnés des gros mots au bureau? Vous êtes-vous déjà accordé tout le crédit d'un effort collectif ou du travail d'autrui? Avez-vous tendance à oublier le nom de certains de vos collègues? Prenez-vous des risques inhabituels que vous n'auriez pas pris dans le passé? So I'll turn from here, guys. Exemplaire en termes de ponctualité? Si la réponse est oui à plusieurs de ces questions, il est temps de vous interroger sur vos pratiques managériales et votre mode de vie. Il faut savoir en effet que ces abus de pouvoir n'ont qu'un temps et que tôt ou tard, le dirigeant devra en payer le prix. Ce qui nous renvoie de nouveau au fondement de l'éthologie et à nos comportements les plus archaïques. Comme le rappelle l'anthropologue Pascal Pic dans son livre Qui va prendre le pouvoir, une fois arrivé au premier rang, le dominant doit veiller à attribuer des avantages à ceux qui l'ont soutenu dans la période difficile et très stressante qui l'opposait au dominant précédent. S'il est très assuré de son pouvoir, le mâle alpha peut s'attribuer une part importante de ses privilèges. Mais il le fait rarement, car les frustrations engendrées pourraient favoriser de nouvelles coalitions hostiles. Sage précaution, d'autant, comme le rappelle l'anthropologue, que les quelques cas connus de meurtres politiques proviennent d'ailleurs de situations où le dominant n'arrivait plus à privilégier le ou les mâles qu'il avait soutenus, lesquels se sont retournés contre lui. En somme, il y a rupture du contrat moral qui les unissait. Bien entendu,
Nous pourrions rétorquer face à cette comparaison bien hâtive avec nos cousins, les grands singes, que l'ensemble de nos rapports sociaux, nous, êtres humains civilisés, n'est pas uniquement régi par des enjeux de domination et de pouvoir, finissant tous dans le sang. Certes, et c'est heureux, il n'en demeure pas moins que les conséquences d'une position d'abus de pouvoir caractérisée de la part d'un dirigeant finissent toujours par se traduire, selon Keltner, de deux façons. Soit par une diminution de l'engagement des équipes, de leur créativité, de leur rigueur et de leur performance. Les abus de pouvoir ayant tendance à générer de l'anxiété et une démotivation d'autant plus forte qu'elle s'ajoute souvent à un sentiment d'impunité, ce qui a pour conséquence d'activer le circuit cérébral de la menace chez les collaborateurs et d'inonder leur cerveau de cortisol, hormone du stress. Soit par un affaiblissement de l'autorité et de l'influence du dirigeant, du manager lui-même, dont la réputation se retrouve durablement ternie par de tels abus répétés à l'intérieur de l'entreprise, comme aussi parfois à l'extérieur. Dans un climat hyper compétitif, avec comme défi majeur l'attraction et la fidélisation des talents, supporter de tels écarts de la part de personnes en situation de pouvoir au sein d'une entreprise est non seulement moralement condamnable, mais aussi économiquement totalement suicidaire. Cette question pose la question centrale du consentement qui évolue fortement ces dernières années, en particulier sous le fait de l'arrivée des jeunes générations de diplômés sur le marché, qui ne sont plus prêts à accepter de tels comportements outranciers de la part de leurs dirigeants ou de leurs managers. Réjouissons-nous de cet abaissement du niveau de tolérance face à des attitudes de mal alpha qui n'ont plus lieu d'être en 2019 dans des organisations modernes, agiles et dynamiques. Voilà en soi une excellente nouvelle. Il n'est ni agréable ni acceptable de voir le management à la française si mal noté dans les classements internationaux. Et il n'y a surtout aucune fatalité à cela. Il faut évoluer. Dans le livre La prouesse française, le management du CAC 40, vu d'ailleurs, 3 économistes réputés, Ezra Suleiman, Franck Bournois et Yasmina Jaidi, ont eu l'excellente idée de donner la parole à 2500 managers étrangers travaillant dans une quarantaine des plus grandes entreprises de notre pays. Comme le note Quentin Périnel dans le Figaro, poussiéreux, usé, archaïque. Ce sont les termes qui font quasiment office de sparadrap, tant ils collent au management français. Hello guys, in front of us this is Tour F. I'll need to do some research. It seems like Tour F at completion it might be the tallest in Africa. There's another tour, the tallest one in Morocco. It seems like at completion the tour in front of us will be the tallest, but it's a beautiful design, looks nice. Guys, enjoy the view. This is how Abidjan is making it happen. So Africa is on the track, and here we are still in Africa. Welcome to Abidjan. Once again, my maximum speed needs to be 70 kilometers an hour.
heading to the plateau. Plus de 3/4 des entreprises du CAC 40 sont dirigées par des individus au parcours similaire. La plupart sont diplômés Tech, HEC ou de l'ENA. Pour le réputé Ezra Lehman, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton, cette forme de méritocratie mène à la mort de la France, toutes les décisions étant prises par une poignée de personnes. Deuxième critique formulée dans ce livre, le syndrome bien connu du petit chef, avec le manque de bienveillance et de reconnaissance associée. Un point qui est à souligner. Si les femmes interviewées ont décrit leur collègue masculin comme orienté vers la performance, décideur, visionnaire, mais aussi arrogant et individualiste. Les hommes ont quant à eux perçu leurs homologues masculins comme humains, modestes, éthiques, collaboratifs. Une différence de perception qui méritera d'être approfondie. La bonne nouvelle cependant est que les auteurs, s'ils se montrent critiques dans l'ensemble, notent aussi un début d'amélioration des pratiques managériales en France. C'est aussi à mon simple niveau de consultant en neuro-leadership et neuro-management, une évolution actuelle tout à fait perceptible et enthousiasmante. Beaucoup de dirigeants, conscients des faiblesses de leur management et du mécontentement croissant de leurs troupes, ont la volonté sincère de progresser et de promouvoir un management plus conforme à la réalité du monde d'aujourd'hui. Bravo à eux. Il faut les soutenir dans cette évolution ou révolution si essentielle à mener. Le système neuronal, miroir impliqué. Comment expliquer un tel paradoxe du pouvoir, décrit par Keltner? Comment expliquer une modification à ce point du comportement de nos leaders entre la phase de conquête et l'accession au pouvoir? Des chercheurs en neurosciences se sont penchés sur cette question pour essayer d'en trouver la cause du point de vue neuronal. Les travaux de 2013 menés par Stuckvender, SOB, Jérémy Ogevin et Michael Inslich des universités Wilfrid Laurier et Scarborough de Toronto nous conduisent sur une piste intéressante. Selon ces chercheurs, l'exercice du pouvoir aurait tendance à réduire l'activité du système neuronal miroir, ce qui provoquerait chez nos leaders
une baisse de l'empathie et de l'attention aux autres. Rappelons que les neurones miroirs découverts au milieu des années 1990 par l'équipe du This is the professeur pyramid. Giacomo Risolati, Pyramid directeur du building. département de Looks neurosciences beautiful. de la faculté de Parme en Italie, sont une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu humain ou animal exécute une action que lorsqu'il observe un Easy autre to drive. exécuter In la même Abidjan. action, ou Believe même me. lorsqu'il imagine une telle action, d'où le terme miroir. En neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient un rôle dans la cognition sociale, notamment dans l'apprentissage par imitation, goodness. mais aussi dans les processus I'm ready. affectifs Make it comme happen. l'empathie. Beautiful, guys. Neuroscientifique et professeur en psychologie, Vilayanur Ramachandran, les appelle neurones All is empathiques. green over here. Cette découverte des chercheurs canadiens établissant un lien de causalité directe entre l'exercice du pouvoir et l'affaiblissement du système neuronal Yes. miroir est une piste intéressante de travail qui demandera à être confirmée et investiguée davantage. Comme le reconnaît le professeur Isolati lui-même, lorsque vous êtes en position de pouvoir, vous devez décider envers qui vous allez diriger votre empathie. Il est très difficile d'être à la Voilà une limite naturelle de notre système empathique miroir, pouvant expliquer bien des dysfonctionnements et errements de la part de nos leaders. I'm heading toward a big lagoon. L'hyperstress, l'isolement et la transgression. Personne Let me ne peut check résister à everything être goes pareil. Personne. Les mots tranchés et presque résignés de Jean-Christophe Carbonneau, ex-ministre et ancien premier secrétaire du Parti socialiste, en disent long sur l'incroyable charge mentale et physique On my left-hand side, you pesant sur les see épaules de notre lagoon. président de la République. Certes, ils ne sont qu'un petit nombre à accéder à l'Élysée. Et tout dirigeant lambda ne vit évidemment pas les effets du pouvoir avec la même intensité. Mais les processus restent en bien des points similaires, avec pour beaucoup de nos leaders la nécessité de devoir composer au quotidien avec un cocktail neurobiologique explosif, hyperstress permanent, surcharge mentale, isolement croissant et tentation de la transgression. Une tension intérieure très bien résumée par François Hollande à la fin de son quinquennat. 5 ans de plus, cela aurait été 5 années d'intranquillité permanente, de privation de vie So personnelle. construction is everywhere, guys, in Abidjan. Être ici, c'est un don total Everywhere you go, de soi, un country is building itself. critique systématique, Wonderful. lutte pour la Amazing. dominance, vallée des courtisans, guerre clanique, relation constante d'intérêts, contraintes d'ordre sécuritaire, pression médiatique. L'état de tension permanent chez nos dirigeants n'est pas sans provoquer de profondes modifications neuropsychologiques et altérations cérébrales en eux. Tout change. Pour un président de la République nouvellement élu, l'homme politique fusionne avec l'État et la nation. Il est le roi, s'enflamme Jean-Christophe
à 8h moins 5 le soir de l'élection, se souvient, non sans ironie, l'ex-ministre Patrick Devedjian au sujet de Nicolas Sarkozy. Il a changé d'un coup. L'Esprit Saint est descendu sur lui. Et il s'est manifesté à 8h sec avec un coup de fil de George Bush. C'est alors une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de l'heureux élu du peuple. Alléluia. Il peut enfin se lâcher et rompre avec cet effort insensé d'autodiscipline permanente qui a été le sien à chaque minute de sa campagne électorale dans le but de montrer son meilleur visage, ou du moins le plus favorable pour se faire élire. Mais les contraintes inhérentes à l'exercice du pouvoir vont très vite gâcher le goût de la liberté retrouvée tout illusoire. La puissance du rituel tout d'abord, qui nourrit autant les pulsions narcissiques du nouvel élu qu'elle l'éloigne de ses sujets, et qui fera de lui son prisonnier. Comme le dit avec malice Patrick Devedjian, aller rencontrer le président à l'Élysée est comme si vous alliez dans un lieu de culte et que vous vouliez parler à l'officiant pendant la cérémonie. Ce n'est pas le moment. Cette sacralisation exacerbée du pouvoir, si propre à la France, aboutit, comme le dit le chercheur en psychologie sociale Laurent Bègue, à anesthésier la perception qu'a l'homme du pouvoir de son environnement plus large. En clair, il le coupe de la rue et des Français. Peu de gens ont le courage de dire la vérité à celui arrivé au sommet, confesse l'ancien conseiller politique de François Hollande, Aquilino Morel, au micro d'Hélène Risser. Avant de poursuivre, il y a beaucoup plus de courtisans autour de lui ou de prudents, de précautionneux et d'hypocrites que de gens qui disent sincèrement ce qu'ils pensent. Et l'ex-conseillère de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, de renchérir. On ne rencontre le président que dans un cadre formel. C'est jamais gratuit, jamais spontané, jamais inattendu. Avec tout le risque bien connu d'effet tour d'ivoire, de perte avec la réalité que ce barrage naturel décuplé par la force du décorum induit. Le risque d'isolement du leader sera d'autant plus fort que l'hyperstress lié à sa fonction, la fatigue cumulative et les attaques incessantes vont accentuer chez lui sa propension à vouloir, dans un réflexe paranoïaque, se replier sur lui-même dans le but de se protéger. La suite de votre mouvement, ensuite, après une tête courante. Possible. Lost. On va aller là-bas.
On peut aller là-bas? Ouais. Sortez ici. On peut sortir ici. That's easy. So there. Qui vous fait réfléchir, réfléchir. Le pouvoir rend-il fou? Enquête au cœur du cerveau de nos dirigeants. Un roman de Herman Devez, lu pour vous par votre serviteur Alpha Blondy. 10. L'hyperstress, l'isolement et la transgression. Nicolas Sarkozy s'était mis à nous détester en tant que groupe, se souvient Emmanuel Mignon. Il considérait qu'on n'était pas au rendez-vous, ce qui, de facto, surexpose dès lors l'homme ou la femme de pouvoir au risque de la flatterie des visiteurs du soir, toujours foncièrement désintéressés. Cela va de soi. Le président a tout le temps besoin de se rassurer. C'est pour cela qu'il a besoin de flatterie. Ce
Ce n'est pas parce qu'il est plus vaniteux que tout le monde, c'est simplement parce qu'il est inquiet, angoissé, précise très justement Patrick Devedjian. Comment ne pas le comprendre et d'une certaine façon le pardonner? Tentons un éclairage des neurosciences pour mieux comprendre cet aspect si important du comportement humain. Nous sommes de façon schématique gouvernés par deux circuits principaux, celui de la récompense et celui de la menace. Le premier nous incite à reproduire des comportements en nous récompensant neuronalement via la projection de dopamine dans le striatum. Le second, le circuit de la menace, nous met en garde et nous prépare contre toute menace réelle ou fictive en activant l'amygdale cérébrale, notre alarme intérieure. Que cette menace soit avérée ou le fruit d'une construction mentale ou un mix des deux, comme c'est très souvent le cas, le résultat sera le même pour notre cerveau qui se mobilisera telle une formidable machine à élaborer des scénarios pour éliminer le danger né de l'incertitude. L'évolution nous a dotés d'un circuit de la menace hyper sophistiqué pour assurer notre survie, raison pour laquelle il est mécaniquement prioritaire sur celui de la récompense. So guys, here we are in Trashville. Ainsi, So notre move plateau tendance à anticiper les menaces and, est durablement coming through ancrée dans Trashville. les profondeurs de notre cerveau. S'il était adapté au monde des cavernes où les dangers étaient multiples et constants, il l'est So un peu we'll go moins through the bridge, the aujourd'hui, newly y compris pour constructed nos bridge, leaders au so sommet that de we la have a pyramide nice view. qui ne risquent pas leur vie à chaque seconde. Ce biais de négativité génétiquement programmé influence, hélas, grand nombre de décisions des puissants au quotidien et les nôtres au passage, en les amenant à ruminer le passé et à craindre l'avenir. Pour les aider à garder raison et ne pas être totalement asservis à leurs émotions négatives, ils ont heureusement une structure cérébrale bien utile, le cortex préfrontal. Ces différentes composantes, notamment le cortex dorsolatéral, orbitofrontal et le cingulaire antérieur, sont en charge de parlementer en permanence avec les structures sous-corticales pour savoir comment répondre aux situations menaçantes se présentant. C'est une âpre négociation de tous les instants entre le cerveau de la raison et celui des émotions. Hélas, les connexions reliant l'amygdale, l'alarme, à l'orbitofrontal, régulateur, sont 10 fois plus nombreuses dans ce sens que dans le sens inverse. Ce qui explique le fait que nos leaders soient rapidement submergés par leurs émotions négatives, leur amygdale n'en faisant qu'à leur tête. Dans le cas d'un stress élevé associé à une surcharge mentale, comme c'est très souvent le cas chez les dirigeants, le cortex préfrontal a ainsi tendance à perdre rapidement pied et à donner des signes de fatigue. Leurs cerveaux émotionnels et reptiliens sont alors les seuls maîtres à bord et les ennuis commencent. Impulsivité, emportement, This bridge was newly inaugurated. Beautiful. paranoïa, état dépressif. Well done to the authorities of Sur le Ivory plan Coast. neurobiologique, les This is hormones what we du need in stress Africa, s'attaquent everywhere. aux neurones existants dans un combat sans merci. Nice Et work. pire, inhibite la création de nouveaux neurones bien plus performants, en particulier au sein de l'hippocampe, zone de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Cette création de nouveaux neurones dans des zones cérébrales spécifiques étant appelée neurogénèse. Un niveau durablement élevé de cortisol finit par affecter les facteurs de croissance neuronale, notamment le BDNF. Welcome once more to Abidjan, Trashville. Neurotrophic factor.
médecin neuropsychologue Bernard Hansen. Si le dopage interne né de l'hyperactivité incessante et du sur-régime permanent suffit à stimuler les fonctions de l'organisme à court terme, la machine cérébrale finit avec le temps par s'épuiser, faute de temps de repos régulier. Résultat, le cerveau ne peut plus se régénérer comme il le devrait et il finit par se gripper. Les zones frontales, sièges des fonctions exécutives, sont moins opérantes, laissant libre cours au comportement automatique, impulsif et non maîtrisé. Hyperstress, agression, trahison, isolement. Le dirigeant qui se donne corps et âme à sa fonction peut alors naturellement avoir la tentation d'aller voir ailleurs, tel un amant éconduit qui déciderait de s'écarter de l'être à la fois tant aimé et détesté qu'est le pouvoir.
douleur née du rejet est du point de vue cérébral l'une des pires qui soit. L'être humain étant avant tout un être social qui sait et se construit jour après jour au contact de l'autre. Logiquement, cette tension psychologique de tous les instants va progressivement marquer le corps de nos leaders au fer rouge. On se souvient par exemple de Nicolas Sarkozy s'émaciant et s'asséchant littéralement au fur et à mesure de son mandat. C'est alors que la tentation de la transgression peut poindre. Une tentation bien incompréhensible vue de l'extérieur. Comment comprendre par exemple que l'on puisse partir incognito en scooter derrière son actrice bien-aimée lorsque l'on est président de la République de la 5e puissance mondiale, mais en définitive terriblement humaine. Tout leader est principalement entouré de personnes qui attendent quelque chose de lui dans une relation d'intérêt plus ou moins explicite, ce qui modifie en profondeur pour lui les rapports de la vie et finit par devenir une réelle souffrance s'installant durablement. Aux premiers instants euphoriques de la toute-puissance, où l'on distribue généreusement les récompenses aux uns et aux autres, succèdent ceux du doute, de la lassitude et de l'aigreur. Fatigués de devoir incarner leur mission quasi divine, où tous leurs faits et gestes sont scrutés du matin au soir et du soir au matin. Les leaders peuvent ressentir le besoin existentiel de vouloir recouvrer partie de leur identité et de leur liberté, y compris en adoptant des comportements non conformes à leur statut ou en prenant quelques risques inhabituels. Une façon pour eux de sortir d'un carcan devenu insupportable, car trop contraignant et castrateur. Sans compter que ces écarts avec le protocole et ce retour dans le monde profane seront très stimulants sur le plan neuronal. Ils activeront de nouveau dans leur cerveau un mal d'excitation depuis la phase extatique de conquête du pouvoir, leur pompe à dopamine. Un besoin viscéral et addictif pour une tentation bien naturelle en somme. Souvenons-nous que le président Mitterrand pouvait en son temps disparaître des jours entiers pour vaquer à d'autres occupations sans que personne ne le sache. Ce qui était possible à l'époque ne le serait certainement plus aujourd'hui, de la même façon dans notre société hyper médiatisée et hyper connectée. Le monde a changé et l'exercice du pouvoir s'est complexifié. Il ne tient cependant qu'à nos dirigeants d'essayer de se dégager de cette double tentation de l'omniscience et de l'omnipotence pour tenter de retrouver un peu de hauteur de vue, de sérénité et de réflexion, et accessoirement pour sortir de leur asservissement exclusif et parfois pathologique au pouvoir. Il en va de leur bon équilibre mental et donc, in fine, de leur capacité à remplir efficacement leur mission. L'hypersexualité effrénée. Lorsqu'il s'agit de la transgression, impossible de passer sous silence les comportements de prédation sexuelle multiples et répétés de certains hommes de pouvoir. Le pouvoir, dans toutes ses composantes, tend à exacerber en permanence les pulsions les plus primaires, la toute-puissance et l'hyperstress, ce qui produit un impact direct sur les niveaux neurobiologiques de testostérone et de dopamine. Le pouvoir agit sur le striatum, une partie logée dans les profondeurs du cerveau directement impliquée dans la recherche de plaisir sexuel.
spécialistes de la psychologie de l'évolution sont arrivés aux conclusions, comme le souligne Sébastien Boller dans son livre Le buzz humain, que tout au long de notre histoire évolutive, les hommes ayant eu les partenaires sexuels les plus nombreuses ont transmis davantage de gènes que ceux se cantonnant à une ou deux partenaires, en sorte que nous serions à peu près tous les enfants de ces hommes hypersexuels. En conséquence, les hommes modernes auraient fortement tendance à l'être aussi, même si des variations culturelles ou des normes sociales peuvent atténuer ce penchant. Le résultat de ce penchant évolutif assez typiquement masculin est une suractivation permanente du striatum chez l'homme, où se niche le système de la récompense. Et hélas, ces structures profondes du cerveau qui fonctionnent à grand renfort de dopamine ne possèdent pas de fonction stop. Couplé au syndrome d'hubris qui aboutit à se voir au-dessus des lois s'appliquant au commun des mortels et de fait intouchable, on comprend mieux certaines dérives. L'argent et les relations feront le reste. Mais le sujet entre pouvoir et sexe est complexe et recouvre des réalités très différentes. Du dirigeant volage et volontiers coureur, mais restant dans la légalité à défaut d'être dans la moralité, aux agissements pathologiques et criminels, la palette des comportements des hommes de pouvoir est large. Elle relève soit du respect de la vie privée pour le premier cas cité, soit de la police, des tribunaux, de la prison ou de l'hôpital psychiatrique pour le second. Ne confondons pas tout et évitons les amalgames entre des situations qui ne sont en rien comparables. De nouveau, cette question reste très liée aux valeurs dominantes de notre société.
I believe we are approaching the end of our trip. I guess the internet enjoyed the ride, so we'll keep sharing, and the next ride will come next week Sunday. We decided to be doing this often on Sundays. Is that the day normally the traffic is quite good, and the other days also our ride will be shared depending on the area that we are visiting. Thank you, and once more, welcome to Abidjan, the project capital. You've been seeing that normally everywhere. There are projects, ongoing projects, so quite beautiful, quite nice. Regardant sur les effets collatéraux de ces agissements. Le droit de cuissage était au fond considéré comme l'un des attributs classiques du pouvoir et une pause récréative. And this now we are close to the sea coast. Dans un agenda aussi surchargé. Le repos du guerrier politique, en quelque sorte. Un candidat capable de séduire en série autant de femmes ne pouvait être qu'un homme puissant et sûr de lui, qualité essentielle pour conduire aux destinées d'un pays. Existait une forme de consentement, voire d'admiration implicite entre les électeurs, et pas seulement de la part des hommes et le tombeur de cette âme. Les scandales à répétition et la naissance du mouvement MeToo ont heureusement commencé à modifier le regard de notre société sur ce comportement. En libérant la parole des victimes, le grand public a soudain pris conscience de l'ampleur du phénomène et de l'intensité de la souffrance engendrée. Les rires ont laissé la place à la gêne, le silence complice au témoignage. La peur et la honte ont enfin changé de camp. Pour combien de temps? Nul ne le sait. Espérons que l'affaire Weinstein marque le début d'une vraie évolution des mentalités et surtout des pratiques sur le sujet. Rien n'est moins sûr néanmoins si l'on en juge par ce scandale dévoilé depuis 2018 par 2 journalistes du Financial Times. La scène se passe précisément le jeudi 18 janvier 2018 à l'hôtel Dorchester à Londres, à l'occasion du gala du President Club destiné à collecter des fonds pour les hôpitaux pour enfants. L'événement présenté comme chic et sexy ne compte parmi ses invités que des hommes de pouvoir triés sur le volet. Grands patrons, financiers, politiciens, etc. Pour animer la soirée, 130 jeunes et jolies hôtesses, toutes de noir vêtues, avec sous-vêtements assortis et talons hauts, ont été recrutées avec une consigne pour le moins équivoque de la part des organisateurs, celle d'interagir avec les clients. 2 jeunes femmes, journalistes du Financial Times, décident alors de s'infiltrer à la soirée en se faisant passer pour des hôtesses. Leur récit de la soirée va scandaliser l'Angleterre. Harcèlement, commentaires grossiers, agressions, exhibitions sexuelles, invitation à poursuivre la soirée dans les chambres de l'hôtel. Un festival de vulgarité et d'insalité qui forcera le 10 Downing Street à immédiatement réagir dès la publication de l'enquête. Des
faits relatés par le Financial Times, on ne peut que s'étonner, pour dire le moins, qu'une telle soirée ait pu se dérouler dans de pareilles conditions, qui plus est quelques semaines seulement après le début des révélations de l'affaire Weinstein. Le responsable du point de vue des neurosciences fut très vite trouvé. Le multirécidiviste Striatov, qui semble n'avoir aucune limite ni état d'âme quand il s'agit de trouver matière à jouissance. Et comme le note justement Sébastien Boller, la pire erreur serait de nous voiler la face. Les comportements sexuels de masse sont ce qu'ils sont. Et encore aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont livrés aux pulsions sexuelles les plus puissantes de leur striatum, avec tout ce que cela peut comporter de mépris et d'arrogance. Nous n'aurions pas mieux dit. La route sera longue et difficile pour changer durablement les mentalités et comportements de prédation sexuelle dans notre société, et cela commencera tel que. Thank you for your time. Thank you for telling us towards the project. See you soon and enjoy your day, your night, your evening. We'll keep sharing our rides next time that we'll be moving around. Otherwise, enjoy your day and chat again soon. Goodbye from Abidjan.